bonsoir à tous. C'est Jean-Pascal Ferrat de SunbirdFX. Je suis le business développeur chez SunbirdFX. Et chez nous, on a à cœur de donner satisfaction à nos clients de plusieurs manières. Je m'explique dans le sens où on investit beaucoup de temps et d'énergie sur notre site internet. Vous allez sur sunbirdfx.com, vous aurez un drapeau français tout en haut à droite. Cliquez dessus et là vous êtes sur le site internet de Sunbird en francophone. Vous aurez plusieurs sections et manières de vous enrichir et d'avoir des outils performants pour trader, dans le sens où vous aurez des analyses quotidiennes que l'on écrit personnellement, en in-house, chez nous, chez SunbirdFX. Et on a aussi face à ces analyses quotidiennes, on a des vidéos didacticielles auxquelles vous pourrez apprendre à vous servir du MetaTrader ou d'outils d'analyse assez simples, voire plus évolués. Chez SunbirdFX aussi, on a à cœur à offrir un service clientèle très développé. On répond à toutes vos questions, à tous vos besoins. De la même manière qu'on offre des analyses quotidiennes et notre but des marchés jour après jour à nos clients, on offre aussi des webinaires qui peuvent nous enrichir tous. Moi-même, j'apprends beaucoup à travers mes discussions avec Philippe Lermy, et j'apprends beaucoup à travers ces conférences. Donc nous chez SunbirdFX, on essaie d'avoir une discussion et un dialogue en continu avec nos clients. Et quand la communauté des clients a une exigence, en général chez Sunbird, on est déjà là pour y répondre. Beaucoup de clients viennent vers nous puisqu'on est no NDD, on n'a pas de dealing desk ici chez nous. Chez nous, les recotations de prix sur le Forex n'existent pas. Et chez nous aussi, les retraits ou l'acceptation des fonds, quand vos fonds arrivent chez nous, ils sont intégrés à votre compte dans les 24 heures, ce qui est le maximum. Et si des clients veulent faire un retrait par exemple des gains qu'ils ont fait réaliser sur les marchés, les retraits des gains se font dans les 24 heures. En général, quand la carte bleue est recréditée, ça se fait de manière très automatique en quelques heures. Quand c'est un virement, ça se fait dans les 24 heures. Aujourd'hui, Philippe Lermy va nous présenter son webinaire et nous dire pourquoi le trading de devises est plus rentable que le trading des actions. Et à la fin de ce webinaire, on aura une session de questions où vous pourrez nous joindre et nous poser vos questions. J'essaierai de répondre à toutes ces questions, et s'il y a trop de questions trop pointues qui seront un peu trop dures pour moi, je les transmettrai à Philippe Lermy par email. Mon email perso, c'est jp, J comme Jean, P comme Pascal, jp.ferrat, F-E-2-R-A, @sunbirdfx.com. Donc là, dans quelques minutes, on va donner le micro et la main à Philippe Lermy pour sa présentation. Voilà, exactement. Il y a mon email affiché à l'écran. Et Philippe Lermy doit se préparer à ce webinaire. Oui, bonsoir. Donc je vais commencer tout de suite. Merci à tous d'être venus. Donc j'ai un peu corrigé quand même le titre. Je vais pas parler de rentabilité, mais vous montrer pourquoi le trading de devises est
moins difficile que le trading des actions. Pourquoi? Vous avez en fait plus de chances de faire des trades gagnants avec les devises par rapport aux actions. Donc un petit sommaire, on va comparer la volatilité sur les actions et sur les devises. On va détailler l'introduction en bourse d'une action, on va voir comment ça se passe. Je vais vous parler du trading sur l'action totale, la composition de l'actionnariat de cette société, et je vais comparer les volumes sur les actions et les devises. Je vous expliquerai brièvement ce que font les fonds souverains sur les actions et aussi sur le Forex, parce que ça nous intéresse, ils sont sur le Forex. Et après, je vous expliquerai l'implication de l'apparition des plateformes alternatives, donc aussi bien, surtout sur les actions, et l'apparition donc du trading algorithmique et des ordres algorithmiques. Et enfin, donc après toutes ces explications, on comparera le carnet d'ordre sur les actions et comment on peut avoir des informations sur les ordres, sur les devises. Et je vous commenterai le graphe de l'euro-dollar donc hier, ce qui s'est passé hier. On verra les infos que vous auriez pu avoir. Et pour terminer, je vous expliquerai donc les formations sur le trading spéculatif que je dispense donc à peu près tous les 2 mois, et je vous donnerai des petits détails. Donc je vous mets en garde, puisque le trading sur le Forex, c'est quand même quelque chose qui est risqué. Il faut savoir ce qu'on fait, il ne faut surtout pas dépenser de l'argent dont on a besoin pour vivre. Donc pour commencer, les volatilités. Là, c'était celle de vendredi dernier. Alors exactement, c'est pas les volatilités historiques, c'est les volatilités implicites sur le marché des options. Donc c'est la volatilité qu'anticipent les traders options sur différents marchés. On voit tout de suite qu'à horizon d'un mois, sur l'euro-dollar, ils anticipaient une volatilité de 9,15%. Donc la volatilité, elle est toujours rapportée sur un an, c'est en annualisé. On voit que sur le dollar ZAR, le ZAR c'est le rand sud-africain, elle était plus élevée, 14,50%. Sur le CAC, c'est nettement plus fort, 34,8%. Et sur le S&P 500, c'est 14,82%. Première constatation, finalement, si on prend les volatilités comparées des devises et des actions, on s'aperçoit que le marché des actions est beaucoup plus volatile. Donc il y a souvent une fausse idée comme quoi le marché des devises est plus volatile que le marché des actions. C'est exactement l'opposé. Ce qui rend le marché des devises dangereux, c'est l'utilisation de l'effet de levier. C'est le problème. Les effets de levier qu'on peut utiliser sur le Forex sont monstrueux, et je recommande un effet de levier très faible, parce que le but au départ, c'est d'apprendre. C'est pas forcément de chercher à gagner de l'argent dès le départ, mais c'est de comprendre. Donc n'importe quel métier s'apprend en faisant des erreurs au départ. Donc autant minimiser l'impact des erreurs, donc diminuer le levier. Et un levier de 5, 10 maximum est conseillé, et pas 50, 100. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapporté la volatilité annualisée, donc en volatilité un jour. Donc c'est la formule mathématique que vous voyez. La volatilité d'un jour, c'est la volatilité annualisée divisée par racine de 250. Et on voit que sur l'eurodoll, les traders anticipent une variation de 0,58% par jour. 0,58, donc à un 33,50, ça vous fait 77 pips. Et vous voyez que dans la réalité, on fait plutôt le double, voire le triple chaque jour. Ok. Donc première chose, les devises sont moins volatiles. Donc si on met le même levier que les actions, c'est moins dangereux. Maintenant, je vais vous détailler l'introduction en bourse d'une société. Une société, quand elle s'introduit en bourse, son but, c'est de disposer d'argent. Elle a besoin d'argent pour financer sa croissance, que ce soit une croissance organique ou externe, en acquérant
un concurrent pour en faire une filiale, elle a besoin d'argent. Elle a plusieurs moyens. D'abord, elle peut aller voir son banquier, lui demander de l'argent, mais le banquier, pour des raisons X ou Y, il peut très bien ne pas vouloir financer le projet, parce qu'il trouve par exemple le projet est trop risqué. Donc dans ces cas-là, la société est obligée de rechercher du côté par exemple du marché obligataire, donc émettre une obligation. L'inconvénient d'une obligation, c'est qu'il y a un coupon à payer chaque année, ça coûte cher, hein. Donc elle peut ne pas vouloir, parce que ça va donc diminuer ses bénéfices, et elle peut ne pas vouloir le faire. Au contraire, quand elle émet des actions nouvelles, là, le coût, je dirais apparemment, je dis apparemment parce qu'il y a quand même des coûts, est moins élevé, puisque finalement, elle n'est pas obligée de donner des intérêts chaque année, hein. Elle peut très bien, regarder la société Apple, pendant des années, ils n'ont jamais donné de dividendes, hein. Donc en fait, s'introduire en bourse, c'est une façon d'avoir du cash gratuitement, tout de suite, pour pouvoir croître de façon exponentielle. Alors dans la réalité, c'est pas tout à fait gratuit, puisqu'il y a des obligations comptables, hein. N'importe quelle société ne peut pas s'introduire en bourse. Il faut plusieurs exercices bénéficiaires. Après, on se retrouve à être obligé de faire des exercices trimestriels, enfin semestriels, donc plus de frais de comptabilité, avec des auditeurs. On est obligé de faire des roadshows, hein. Quand on va faire l'introduction en bourse, il faut aller rencontrer les actionnaires. Alors les roadshows, c'est pour rencontrer surtout les actionnaires institutionnels, c'est-à-dire les assurances vie, les fonds de pension, hein, les gros investisseurs. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et après, c'est pareil, il faut avoir un service de communication financière qui répond régulièrement aux actionnaires, qui les informe sur l'évolution de la stratégie de la société. Donc tout ça, c'est de l'argent. Le problème aussi, c'est qu'il peut y avoir une perte de contrôle, puisque une fois que la société a introduit ses actions en bourse, la bourse, c'est le marché secondaire. Donc vous pouvez très bien, si vous l'avez acheté à l'introduction, c'est-à-dire au marché privé, vous pouvez très bien la revendre, et après n'importe qui peut l'acheter, dont les concurrents, hein. Pire encore, on peut avoir l'entrée dans le capital de hedge funds activistes, hein, dans le conseil d'administration, qui eux en fait cherchent tout simplement à faire capoter la société pour la racheter à la casse, hein. Donc perte de contrôle possible, coûts à terme qui peuvent être plus élevés. Alors si on détaille l'introduction en bourse d'une société, voilà comment ça se passe en détail. La société s'adresse à un syndicat bancaire. Le syndicat bancaire va donc tout organiser, calculer le prix initial de l'action, puisqu'à l'origine, comme elle n'est pas cotée, il n'y a pas de valeur, de valorisation. Donc là, le syndicat bancaire, pour évaluer le prix, prend comme référence les concurrents, hein. Il évalue le prix, il calcule les forces, les faiblesses de la société par rapport aux concurrents, et après, juste avant l'ouverture, ils disent aux dirigeants de la société, on va mettre par exemple moins 20%, comme ça on sera sûr qu'elle va monter à l'introduction, enfin lors des premières secondes de cotation, et ce qui compte, c'est d'avoir une action qui monte à l'ouverture, comme ça fait un effet psychologique positif qui fait que les gens vont vouloir se ruer sur l'action, l'acheter, et donc donner une bonne image, hein. Donc on suppose que c'est ce qui se passe. Donc il calcule, il calcule le prix, il la propose sous-cotée. Donc là, tout le syndicat bancaire, via ses agences locales, donc ses agences bancaires locales, va proposer l'action aussi bien aux particuliers qu'aux institutionnels, hein. Donc ils font, comme je vous dis, des roadshows, mais aussi dans chaque agence locale bancaire, l'action est proposée aux particuliers, et le commercial de l'agence propose l'action en disant que c'est quelque chose absolument à acquérir, parce qu'elle va monter à l'ouverture, c'est une bonne société, elle a de l'avenir, etc. Donc première chose à savoir, c'est que la société
paye pour que l'action soit proposée dans les agences. Et donc le commercial qui vend l'action donc aux investisseurs, notamment individuels, il va toucher une commission. Donc il est intéressé, et en fait c'est un commercial qui est plutôt compétent dans la gestion de votre compte que dans le marché des actions, mais lui ce qu'il voit c'est qu'il va toucher une commission. Donc ça c'est la première chose. Hein. Supposons que les investisseurs institutionnels la souscrivent, c'est-à-dire les assurances vie, les particuliers, on suppose que ça marche bien, elle est même sursouscrite. Hein. Il y en a par exemple 10 fois plus de demandes que de titres proposés. Première seconde de cotation, l'unique vendeur qui est la société a disparu. En face, il n'y a que des gens qui ont acheté donc au marché primaire l'action. Il n'y a plus le gros vendeur. Hein, donc première seconde de cotation, on se retrouve, elle monte. Pourquoi? Elle a été sursouscrite. Donc les gens en ont reçu 10% de ce qu'ils voulaient. Donc ils essayent d'acheter le complément sur le marché puisque l'action elle est sous-cotée par rapport à ses confrères. Donc tout le monde essaye de l'acheter. Donc premier jour de cotation, il y en a quand même qui vendent toujours pour des raisons différentes, parce qu'ils ont peur, parce que finalement ils ont besoin de l'argent ou autre. Donc elle monte, et elle monte jusqu'à son prix d'équilibre. Alors ça dure un jour, ça dure 2 jours, il y a beaucoup de volume qui se traite, hein, mais en fait le gros vendeur n'est plus là, et il n'y a que des acheteurs en fait qui restent. Au bout de quelques temps, on est arrivé au prix, donc au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça stabilise, et puis là les gens commencent à regarder plutôt tous les événements macroéconomiques, microéconomiques de la société pour évaluer la valorisation du cours de bourse. Et si ça ne monte plus, au bout d'un moment, il y en a qui commencent à se dire moi je vais peut-être prendre mes profits, hein. Voire même si ça baisse un peu, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau macroéconomique, l'action commence à baisser comme toutes les autres actions, et donc il y en a qui commencent à la vendre. Hein, puis il y en a qui se disent tiens, moi j'ai gagné 20%, maintenant elle a plus 15%, j'ai pas envie de perdre, donc ils commencent à vendre parce qu'ils se disent avant qu'elle dégringole. Et petit à petit on arrive à un niveau où les gens, elles baissent tout doucement et les gens commencent à faire des pertes. Et là, c'est des stop-loss qui sont déclenchés. C'est plus des ventes pour prise de profit, c'est des ventes stop. Alors, il y en a de plus en plus, et en fait, le marché est dissymétrique, puisque tous les gens sont dans le même sens. Tous les gens sont acheteurs. Hein, donc ça, c'est le premier problème des actions, c'est que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a acheté l'action. Alors, structurellement, c'est ça sur les marchés actions. Vous êtes acheteur. Et donc, on voit ce qui se passe sur le marché. En général, c'est que quand il y a des hausses qui durent plusieurs années, il suffit qu'il y ait un problème macroéconomique et que vous prenez n'importe quelle action, elle baisse très très fortement parce que tout le monde est dans le même sens, donc tout le monde met des stop-loss vers le bas. Hein. Donc il y a une dissymétrie du marché d'actions que vous n'avez pas sur le marché du Forex, hein, puisque quand vous achetez l'euro, vous vendez le dollar, et quand vous vendez l'euro, vous achetez le dollar. Donc vous êtes dans les deux sens. Donc il n'y a pas de sens préférentiel, enfin en général sur les devises, il n'y a pas de sens préférentiel. Donc ça c'est déjà le premier avantage. Hein, ça veut dire que vous pouvez avoir sur les devises une tendance à la hausse marquée comme une tendance à la baisse. Hein, alors que les actions, une fois qu'elles sont perdues les 10 années de hausse, c'est perdu pour très longtemps. Hein. Le CAC 40, il était à 7000 en 2001. Hein. Donc on n'est toujours pas revenu 11 ans après. Alors pour vous le montrer un petit peu plus, là c'était donc à vendredi dernier l'action Total. Donc on voit que sa capitalisation, c'est au cours actuel de vendredi, c'était donc 96 milliards d'euros. Il faut savoir qu'il n'y a que le flottant, donc c'est les actions qui sont vraiment échangées en bourse, donc sur le marché secondaire. Donc c'est 90%, donc ça fait 90% de 96 milliards. Et si on regarde bien sur l'écran, on voit que on a ici le turnover, ici, là. Donc le turnover, c'est le nombre de titres échangés chaque jour.
Donc il y avait 206, en montant euro, il y avait 206, 5 millions de titres qui étaient échangés, hein, et donc il y avait 206 millions d'euros échangés. Quand on fait un petit calcul, une règle de 3, on s'aperçoit que 206 millions d'euros par rapport au flottant, ça fait 0,21%. Donc en fait, ce que vous voyez, chaque jour, les cotations de l'action qui est la plus grosse du CAC, hein, puisqu'elle fait 12% du CAC, hein, et ben c'est que 0,21% qui sont échangés. Donc vous avez un stock qui reste de gens qui sont acheteurs, hein, et qui sont prêts à la vente dès que ça commence à dégringoler de façon forte. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que les cotations que vous voyez, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est en stock. Il ne faut pas confondre stock et flux, hein. Donc, de plus, alors là, je vous ai pris une copie du contrat de liquidité sur l'action EDF, hein, pour attirer les gens. Je vous ai dit déjà, on sous-cotait on sous-évaluait le prix à l'introduction en bourse, et après on fait plus que ça. Eh ben on paye donc des banques, hein, donc là c'était Crédit Agricole, Chevreux. On paye des banques pour faire comment on pourrait faire un contrat d'animation, en clair, un contrat de market maker. Donc là, c'était à l'introduction en bourse de l'action EDF. EDF avait payé, c'est marqué, hein, noir sur blanc, EDF avait payé donc 35 millions d'euros pour que Crédit Agricole Chevreux, hein, assure la présence sur le carnet d'ordre, c'est-à-dire qu'il soit vendeur et acheteur régulièrement, pour donner une impression de liquidité. Puisque le problème, c'est que quand vous achetez une action, vous regardez le carnet d'ordre, s'il n'y a pas de vendeur, s'il n'y a pas d'autres acheteurs derrière vous, vous vous posez la question comment je vais faire pour la vendre, hein. Donc il faut que vous voyez quelqu'un qui soit à l'achat, ça vous rassure, vous dites je peux me dégager à n'importe quel moment. Donc même sur les plus grosses actions du CAC 40, vous avez des market makers, donc ils sont en train d'afficher un bid et un ask, constamment. Alors constamment, je précise, c'est jamais 100% du temps. Dans le contrat, ils peuvent très bien dire, voilà, nous on met un bid et un ask 90% du temps, et 10% du temps on a le droit de se retirer. Alors ils peuvent se retirer notamment quand c'est très liquide, volatile. C'est-à-dire que quand il y a un gros problème, d'un seul coup, le bid que vous étiez en train de voir, qui vous rassurait pour pouvoir vendre, il disparaît. Après, le problème, c'est qu'un market maker, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met un ordre d'achat constamment et un ordre de vente, donc il assure une fourchette, hein. Si vous le tapez, par exemple, vous achetez, donc lui, il est vendeur. Si en même temps, il y a quelqu'un qui vend, donc il est acheteur avec, donc il gagne le spread, hein, il gagne la différence. Mais bon, des fois, le cours peut bouger quand même, hein. Donc supposons que ça baisse, il y a beaucoup de vendeurs, donc lui il n'arrête pas d'acheter et il est de plus en plus en perte. Donc qu'est-ce qu'il va faire? D'un seul coup, il va vendre en stop. Donc parce que lui il commence à faire des pertes, hein. Lui il gagne le market maker quand ça bouge pas, et que de temps en temps il y en a un qui tape sur le bid et après un autre sur le ask, sur le bid, sur le ask. Lui ce qu'il aime bien, c'est qu'il y a une stabilité des cours et qu'on le tape des deux côtés, et à chaque fois il gagne le spread. C'est le principe du scalping, hein. Et donc lui il aime bien ça, mais si ça commence à décaler, il commence à perdre, donc de toute façon il va se stopper, hein. Donc en fait l'illusion que vous avez d'un carnet bien rempli avec un acheteur va vite disparaître, parce qu'il va carrément lui être aussi vendeur, et donc il va vous faire décaler fortement les prix, parce que c'est ce côté qui craint, hein, c'est la baisse, hein. Alors maintenant je vais comparer les volumes. Alors on voit que en 2011, sur 52 bourses dans le monde, mars 2011, donc la Fédération mondiale des bourses annonçait 217 milliards de dollars par jour échangés. Sur Nice Euronext Paris, donc les 100 premières actions, c'est-à-dire le CAC plus 60 autres, le volume quotidien de toute l'année dernière, c'était 4,33 milliards d'euros. Hein, alors je vais tout rapporter en dollars pour pouvoir comparer avec les devises. À 1,30, j'ai mis un 32,70, ça faisait 5
5, bon, à 33,50, ça doit faire près de 6 milliards de dollars. Donc chaque jour, il s'échangeait l'équivalent de 6 milliards de dollars sur les 100 premières actions de la bourse de Paris. Quand on regarde le graphe, enfin l'enquête qui a été faite par la Banque des règlements internationaux, c'est-à-dire la Banque centrale, la Banque des banques centrales, hein, ben on s'aperçoit que en avril 2010, c'est la dernière étude qu'elle a fait, elle fait une étude tous les 3 ans, elle annonçait 3 985 milliards, hein, donc c'est la grande barre de droite. Comment le spot en gris, ça faisait 1500 milliards, les swaps donc sur le forex, ça faisait 1700 milliards, les cours à terme, donc les cours, alors attendez, je vais vous montrer les cours à terme. Si l'écran veut bien se remettre. Bon, je vais l'enlever parce que apparemment ça plaît pas. Attendez. Voilà. Bon, je reviens en arrière. Les cours à terme, donc c'est le marron, c'est la dernière, c'est le marron foncé quoi. Les cours à terme, vous voyez, c'était environ 200 et quelques milliards. Et les options un peu moins. Ok, et donc en fait, vous, quand on vous dit 3 985 milliards, la seule partie qui vous intéresse, c'est la partie grisée en bas, c'est 1500 milliards de dollars par jour qui s'échangent. Hein. Je vous rappelle ce qu'on avait vu sur les actions, c'était 277 millions. Donc on n'est pas du tout dans la même ordre de grandeur. Alors si on regarde plus récemment encore, la BRI, elle fait aussi une étude, enfin via les comités, je dirais, nationaux dans chaque pays, les FX Committees, il y a des études intermédiaires qui sont faites tous les 6 mois, et on s'aperçoit, donc en jaune c'était l'étude tous les 3 ans, et en bleu, hein, donc il y a des études intermédiaires, vous voyez, en rouge, et en bleu on a donc comment les séries finales réajustées, et on s'aperçoit qu'en septembre 2011 on a donc atteint 5000 milliards tout volume confondu, et que depuis après janvier on est tombé là, ça date du 12 mars 2012, on est retombé à 4000 milliards, hein. Donc il y a eu une explosion encore des volumes. Alors moi, quand je parle aux banques tous les jours, maintenant ils sont en train de me dire que janvier il y a eu quand même de l'activité, mais ils me disent que là récemment ça baisse encore, hein. Mais bon, les volumes sont quand même monstrueux, hein, par rapport aux actions. Alors maintenant je rentre plus dans les détails. Si on regarde les volumes par devise selon l'étude triennale qu'avait fait la BRI, chaque jour sur l'eurodoll s'échangeait 469 milliards de dollars. Hein, je vous rappelle combien qu'on avait trouvé sur l'action totale. Alors l'action totale c'était 272 millions. Hein, donc le rapport entre Total et 276 millions de dollars, pardon. Donc le rapport entre 469 milliards, parce que si on prend Total, c'est la plus grosse du CAC, c'est 12% du CAC, et sur le Forex, la plus grosse paire de devises, celle qui est la plus traitée au monde, c'est bien l'eurodoll, et bien on s'aperçoit que sur l'eurodollar, vous avez des volumes 1700 fois plus gros. Donc vous allez me dire d'accord, mais on va voir que c'est quand même intéressant d'avoir des gros volumes, même si on traite des lots de 10 000 euros. Il est important d'avoir des volumes monstrueux. Plus les volumes sont gros, plus ça va nous avantager, hein. Donc là je vous rappelle ce que je venais de vous dire, c'est que sur Total le volume quotidien c'est 276 millions de dollars, hein. Autre chose, si on regarde l'actionnariat Total, donc ça c'est sur leur site, on s'aperçoit que il y a 88%, donc sur le graphe de gauche, 88% d'institutionnels, que les particuliers, c'est 8%, et que les salariés du groupe, c'est 4%. Donc les gens qui achètent l'action Total, les particuliers, ils se retrouvent en fait complètement noyés par les gros, hein. Et si on regarde le graphe de droite, on s'aperçoit que
l'actionnariat est à 34% français, et tout le reste, 66%, ce sont des étrangers, et notamment l'Amérique du Nord avec 26%, et le Royaume-Uni avec 11%. Hein. Donc les anglo-saxons, ils font 37-38% à eux tout seuls. Hein. Donc il ne faut pas se leurrer. Les étrangers, ils n'ont pas la fibre nationaliste. Dès qu'il va y avoir un problème, même sur le pays, ils vont se dégager total. Donc vous êtes dans un monde où il n'y a que des gros, et notamment des gros anglo-saxons. Alors, dans les gros, il y a les fonds souverains. Là, je pense que vous avez entendu l'actualité. Il y a le Qatar, via son fonds souverain qui s'appelle KIA, qui a acquis progressivement, donc l'année dernière, enfin cette année, 2% de Total. Hein. 2% de Total, donc à 276 millions de dollars par jour, ça fait 10 jours de bourse, 9 jours de bourse. Il vous a acheté 9 jours de bourse, tout doucement. Hein, parce que lui, son but, c'est quand même pas d'acheter le plus cher, donc il vous a fait un support pendant pas mal de jours. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait envie de se dégager brutalement un jour. Hein, parce que lui, il est tellement gros, il n'a pas de stop loss. D'un seul coup, lui, il a 10 jours de bourse à larguer sur l'action qui est la plus grosse du CAC. Hein, donc vous avez un gros poisson là. S'il faut qu'il se barre d'un seul coup, il va vous faire chuter fortement le cours de l'action Total, et vous serez embarqué si vous l'avez acheté. Un autre gros qui est sur Total, SAFE. Alors SAFE, ça veut dire State Administration of Foreign Exchange. Alors plus précisément, c'est l'entité juridique de la Banque centrale chinoise qui gère le marché, le risque de change, qui gère les réserves de change de la Chine. Et bien donc eux, c'est pareil, ils investissent, et ils ont aussi 2% Total. Hein. Alors le premier, il fait 60 milliards, mais le deuxième, il est encore 100 fois plus gros, il fait 567 milliards. Donc vous avez des gros qui sont énormes en fait, et donc s'ils décident d'acheter l'action Total, si on prend SAFE, s'il achète une journée de Total, ça lui fait 0,05% de son portefeuille. Hein. Donc 0,05% de son portefeuille, il peut très bien décider d'en acheter beaucoup plus encore. Hein. Les fonds souverains, ils ont quand même, je vous le dis, une habitude d'être passifs dans les sociétés. Hein. Ça fait peur au gouvernement, puisque en fait on peut se dire qu'ils peuvent prendre le contrôle, ou même s'ils ne prennent pas le contrôle, ils sont tellement gros. Pour info, le Qatar, par exemple, il a une personne au conseil d'administration de Veolia. Hein. Donc, ils ont quand même un pouvoir de décision dans les grosses sociétés du CAC 40. Hein. Mais en général, ils restent passifs. Hein. Leur but, c'est pas d'intervenir dans la gestion de la société. Leur but, c'est de faire un investissement. Maintenant, si on reprend SAFE, s'il achète une journée totale, ça lui fait 0,05% de son portefeuille. Mais s'il fait la même chose, donc 276 millions de dollars sur l'eurodoll, n'oubliez pas qu'il y a 469 milliards de dollars par jour. Donc en fait, ça fait que 0,06%. Hein. Donc l'avantage, c'est que s'il vient sur l'eurodoll, il va pas vraiment faire bouger l'eurodoll. 0,06% du montant de l'eurodoll, il va pas vraiment. 276 millions par jour, c'est zéro. C'est pas une somme qui fait monter l'euro. J'ai déjà vu plusieurs fois sur les marchés se traiter plus d'1 milliard à l'achat et voir l'eurodoll baisser. Hein. Quand le marché a décidé de baisser parce qu'il y a un risque, il y a quelque chose qui se passe. Là, par exemple, hier, s'il y avait des vendeurs, avec l'annonce de Bernanke, de toute façon, ça a monté. Il y avait des gros vendeurs, on va le voir, hein, on va en parler. Il y avait le Moyen-Orient, on va en parler tout à l'heure. Pour info, par exemple, actuellement, la Banque nationale suisse, hein, elle fait un floor, donc sur l'euro suisse, donc en dessous de 1,20, il y a entre 20 et 25 milliards de stop loss. Hein. Donc on pourrait se dire le marché essaie de le choper, mais là il y a la Banque nationale suisse. Hein. Donc les ordres de grandeur, c'est ça. Alors ramener à un trader individuel, les gros volumes, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros et moins gros. Hein. C'est ce que je vous disais. Il fait 10 jours de bourse sur Total.
Et puis en fait, pour la même somme, il fait que dalle sur l'eurodoll. Il va vous faire un tout petit support ou une toute petite résistance s'il vend 276 millions et ça va passer. Alors bon, ils font plus dans la réalité, mais si le marché, tous les fonds mutuels, les autres fonds souverains, les hedge funds décident de vendre, il y a beau avoir un fonds souverain, il va quand même se faire déchirer le fonds souverain. Alors qu'à l'inverse, sur une action, c'est lui qui vous déchire. Donc c'est toujours des histoires d'ordre de grandeur. Comme on disait mon premier chef de salle, toujours les ordres de grandeur, c'est ça qui compte. Alors si je détaille un peu plus le marché des actions, en fait le marché a bien évolué depuis novembre 2008. Donc en 2007 a été donc, je dirais, inventé la MiFID. Donc la MiFID, c'est la directive des instruments financiers, qui donc notamment édite certaines règles, donc notamment la politique de best execution, donc d'offrir toujours le meilleur bid, le plus élevé, et le ask le plus bas pour le trader, enfin pour l'investisseur. Donc ça fait partie de la MiFID. Et en fait, il y avait la politique de best execution. Il y avait aussi d'autres buts sur la MiFID, c'était donc de mettre en concurrence les bourses, puisque les bourses, la bourse de Paris, Wall Street, etc., avaient des monopoles. Donc qui dit monopole, on se dit ils sont pas en concurrence, ils font les prix qu'ils veulent. Et donc si on les met en concurrence, on va peut-être pouvoir diminuer les commissions de courtage. Donc le but de la MiFID, c'était donc créer des plateformes alternatives, ce qu'on appelle les Multilateral Trading Facilities, donc en fait d'autres bourses complètement électroniques, et qui mettraient en concurrence donc les bourses historiques, donc pour pouvoir faire baisser les prix des commissions. Alors l'idée à l'origine était très bonne, et en fait on va voir qu'elle a été complètement déviée. Donc les plateformes alternatives que vous connaissez sûrement, ou sur lesquelles vous pouvez traiter les actions, il y a TradeGate, il y a BATS, il y a Chi-X, donc Chi-X qui a été absorbé par BATS en novembre 2011, et comme je vous l'indique, en fait les actionnaires, c'est des banques, mais pas que des banques, on va parler de Jetco tout à l'heure, vous allez voir ce que fait la société. Donc il y a les banques d'affaires, quand on voit Goldman Sachs, Morgan Stanley, pareil, Turquoise, donc une autre plateforme alternative, on voit qu'il y a BNP, Credit Suisse, Citi, SocGen, Deutsche, etc. Les banques d'affaires. Donc les banques d'affaires se sont engouffrées là-dedans. Alors première chose, donc les bourses, les plateformes alternatives, au départ, elles n'avaient aucun client. Donc comment elles ont commencé à faire une première chose, c'est que pour attirer les hedge funds, pour attirer la liquidité, alors ça veut dire quoi la liquidité? Il faut attirer ce qu'on appelle les liquidity providers. Un liquidity provider, c'est quelqu'un qui met un ordre d'achat ou un ordre de vente. C'est ça la liquidité, parce que vous, quand vous achetez une action, si vous l'achetez directement, par exemple au marché, vous êtes un liquidity taker. Vous retirez de la liquidité du marché. Donc en achetant directement au marché, vous êtes un liquidity taker, et en face de vous, il y a quelqu'un qui a mis un ordre de vente limite. Lui, c'est un liquidity provider. C'est lui qui donc construit le carnet d'ordre, et qui offre de la liquidité, qui rassure les actionnaires individuels, les fonds de pension, etc. Donc les TradeGate, BATS, Chi-X et autres, la première chose qu'ils ont fait pour attirer les liquidity providers, ceux qui laissent des ordres d'achat et de vente, c'est leur faire des rebates. C'est-à-dire que la commission, elle est moins chère pour eux s'ils mettent un ordre d'achat limite ou vente limite, alors que s'ils achètent au marché ou s'ils vendent au marché, là c'est plus cher. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que la MiFID a instauré une règle pour favoriser la concurrence. Et cette règle, c'est quoi? C'est la règle des 500 millisecondes. Alors en clair, supposons qu'il y a un acheteur qui veut acheter l'action Apple à 600 $. Si il veut en acheter 1000, et qu'elle vaut 601 $, 602, donc lui il veut acheter à 602. S'il laisse un ordre d'achat par exemple
à 601 $, donc un ordre d'achat limite. En fait, supposons qu'il y ait quelqu'un qui vende en face de lui. S'il y en a un qui vend que 100 actions, en fait, la plateforme qui possède l'ordre d'achat donc du premier gros acheteur, si cet ordre n'est pas servi complètement au bout de 500 millisecondes, c'est-à-dire une demi-seconde, l'ordre doit être rerouté sur une autre plateforme ou une bourse, hein, plateforme historique ou une bourse, c'est-à-dire que Wall Street, s'il avait l'ordre, il doit le retourner sur TradeGate, sur BAT, sur ShyX et vice versa, hein. Si c'est BAT qui avait l'ordre, ils doivent le retourner l'ordre sur toutes les autres, il doit transférer l'ordre sur les autres. Le but c'est quoi? C'est de favoriser la concurrence, hein, parce que peut-être que sur une autre plateforme, il y a le montant nécessaire pour satisfaire, exécuter complètement l'ordre, hein. Donc le but c'était ça. Mais 500 millisecondes, à l'ère actuelle de l'informatique, c'est énorme, hein. En fait, il y a plein de hedge funds qui se sont engouffrés dedans. Pourquoi? Parce que les plateformes, elles se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter l'ordre par exemple du fonds de pension qui veut acheter 100 000 actions Apple, et on va leur présenter aux hedge funds, qui font donc du trading haute fréquence, hein, high frequency trading, on va leur présenter l'ordre pendant les 500 millisecondes, puisque pendant les 500 millisecondes, on n'est pas obligé de rerouter sur une autre plateforme. Donc moi, par exemple, BATS, je vais le présenter donc à un hedge fund, donc un plus gros, je prends Citadel par exemple, et le hedge fund, lui, il sait qu'il y a un ordre d'un gros qui arrive et qui n'est pas encore dans le carnet d'ordre, hein. En tout cas, le particulier, lui, ne le voit pas du tout. Et le hedge fund sait qu'il y a déjà un gros acheteur, hein. Donc en fait, le hedge fund, il sait à l'avance que ça va monter, hein. Donc lui, il va pouvoir profiter des ordres. Donc ça, c'est la première chose, hein. Ça, c'était un des effets pervers, hein, c'est ce que je vous dis, c'est que les plateformes de trading alternatives, donc pour attirer les hedge funds, pour donner de la liquidité, donc attirer les hedge funds, elles présentent l'ordre pendant 500 millisecondes au hedge fund. D'où une course à la vitesse. Et cette course à la vitesse, elle donne quoi? Elle donne que petit à petit, de toute façon, on le voit, BATS, par exemple, là c'est les actions européennes, NYSE Euronext, donc ça c'est de tout à l'heure, hein, je l'ai pris tout à l'heure, on voit que maintenant les plateformes comme BATS, elles chopent 23,42% des parts de marché des actions, donc sur le DAX, le CAC, le FTSE, hein, Milan, etc. Et donc en fait, elles chopent 23%. On voit que NYSE Euronext, donc Paris, la bourse de Paris, n'a plus que 14%, hein. Donc il faut commencer à se poser des questions, c'est-à-dire que si vous faites une stratégie basée sur le carnet d'ordre de NYSE Euronext, vous êtes en train de voir une partie du carnet d'ordre des actions, mais pas du tout la majorité, c'est fini, hein. Donc le problème, il commence à être là, c'est que finalement sur les plateformes alternatives, les volumes sont sur les plateformes alternatives, ne sont plus sur la bourse de Paris, enfin sur NYSE Euronext. Donc vous avez une vue qui est complètement faussée du carnet d'ordre. Ça c'est la première chose. Donc là on le voit, donc ça date de déjà plus d'1 an. On voit que maintenant en Europe il y a plus de plateformes alternatives que de bourses historiques, hein. En plus sont apparus les dark pools, hein, donc pourquoi? Parce que il y en a, ils en ont marre de se faire avoir par les high frequency traders, et donc en fait il y a des ordres qui sont cachés, qui sont traités sur des places de cotation opaques qui sont les dark pools. Donc vous avez encore moins de volume qui passe sur les ordres sur les bourses historiques. Donc les dark pools, je n'en parlerai pas, mais là je vais parler un peu du trading haute fréquence, hein, parce que les dark pools c'est encore autre chose. Et en fait, il y a des sociétés qui se sont spécialisées donc pour envoyer, pour créer des systèmes, pour envoyer des ordres, donc avec ce qu'on appelle low latency, hein, parce qu'un ordre, il faut donc qu'il dure absolument moins de 500 millisecondes. Alors on va voir combien ils font exactement, ce qu'on arrive à faire maintenant. Mais en fait, vous voyez, TradeBot par exemple, donc envoie des ordres donc
à haute fréquence, et en fait, il représente 5% des volumes des actions américaines. Et donc là, selon l'AMF, une dernière étude de l'AMF, 60% des ordres sur les actions américaines sont traités par du trading aux fréquences. Et pour les actions européennes, l'AMF estime que c'est 30 à 35%. En regardant en détail, l'AMF dit qu'il y a 3 membres de marché d'Euronext qui, à eux seuls, réalisent 50% des ordres des actions du CAC. Okay, en fait, 50% des... Enfin, c'est énorme, quoi. Alors, suivant les échos, ces 3 membres, c'est Jetco. C'est un système de trading, enfin c'est des systèmes de trading fréquence, c'est Citadel, donc le gros hedge fund dont je vous parlais, et Knight Capital. Alors, il y a 2 techniques, bon on va pas rentrer en détail à fond, mais il y a 2 techniques de trading aux fréquences. Il y a ce qu'on appelle le layering and spoofing. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le système trading aux fréquences, il a une vitesse tellement grande qu'en fait, il passe tout un tas de petits ordres. S'il a un ordre très gros, il va laisser un ordre. Il va donner l'illusion de liquidité. En fait, il va mettre par exemple des ordres d'achat très gros. Là, c'est ce qu'on voit dans le carré à gauche. Il va mettre des ordres d'achat très gros. Il va découper en des milliers d'ordres un ordre d'achat gros, et en fait c'est un ordre qui est complètement fictif parce qu'il va être juste en dessous du vrai bid, et il va donner l'impression qu'il va acheter, et puis dans la réalité il va l'annuler tout de suite. Le fonds de pension qui lui a un système beaucoup plus long, ou l'institutionnel ou le particulier qui a un système beaucoup plus long pour transmettre son ordre, et ben lui il va voir que les ordres, le cours monte il va voir le cours monter, et donc il va essayer d'acheter, et il va essayer d'acheter plus haut, et puis c'est juste à ce moment là que le hedge fund, lui il est en train le hedge fund qui fait du high frequency trading, et lui il est en train de mettre son ordre de vente, et en fait vous êtes en train d'acheter au plus haut avec lui, parce que c'est lui qui vous fait bouger artificiellement les cours, il crée des variations de la volatilité qui est complètement artificielle. Donc là c'est pour vous donner un ordre de grandeur. En fait, vous voyez, là c'est l'AMF qui reporte que sur une valeur du CAC, au cours d'une séance particulièrement active, il y a 540 000 ordres qui sont passés, et en fait il y a 800 000, mais alors quand on dit message, vous voyez, c'est soit un ordre ajouté, annulé, modifié, transaction. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vous alimentent de façon artificielle le carnet d'ordre, et ils vous font croire qu'il y a plein de liquidités qui n'y est pas, ils vous font décaler les cours, quoi. Donc 600 messages, vous voyez, au cours d'une seule seconde, et en fait il y en a déjà un bon tiers qui viennent du même membre. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 95 à 99% des ordres qui sont annulés. Donc un particulier qui maintenant fait un système de trading basé sur les carnets d'ordre visuels, il se trompe là, ça marche pas, quoi. Vous voyez comment le temps minimum entre 2 messages, 7 microsecondes. Je vous ai dit que la MiFID obligeait donc, autorisait de garder un ordre 500 millisecondes. Là, on parle en microsecondes, donc en millième de millisecondes. Et là, ils vous disent quoi, l'AMF, que le plus court durée de vie d'un ordre annulé avant exécution, c'est 25 microsecondes. Alors un ordre, c'est un aller plus un retour. On envoie l'ordre, et après, il faut avoir le retour. Il est exécuté ou il est annulé. C'est un aller plus un retour. Alors, ils disent 25 microsecondes. Quand on regarde comment Algo, c'est un système de trading aux fréquences. Regardez, Algo, lui, c'est 16 microsecondes. Là, vous voyez le temps moyen de latency, donc c'est-à-dire le temps d'envoi et de retour de l'ordre. Vous voyez, suivant les places, en général, Chaix c'est 400 microsecondes. Donc ça fait une demi-milliseconde. Donc une demi-milliseconde, donc dans 500 millisecondes, on peut en envoyer 1000 déjà avec Chaix. Avec Algo M2, 16 microsecondes, quoi. Donc il y a une vitesse énorme. Donc c'est la course à la vitesse. Alors la course à vitesse, c'est quoi? C'est surtout des problèmes de transmission de l'ordre, de serveurs ultra puissants. Ça veut dire que toutes les plateformes BATS, Chaix, TradeGate, etc., en fait, elles louent
dans leurs locaux même donc des mètres carrés pour le trading aux fréquences. Donc là, le prix du mètre carré, il est super cher. Hein. Et eux, ils sont vraiment, en fait, ils sont dans la bourse. Donc, une connexion Internet, ça veut rien dire à côté. Donc, ça, donc je vous ai dit, le layering and spoofing, en fait, c'est faire bouger les cours de façon artificielle, hein, pour en fait donner des cotations erronées, et puis pour que soit vous achetiez au plus haut, soit vous vendiez au plus bas, hein. Et puis lui, il arrive quand vous avez acheté, il vous vend, quoi, et quand vous vendez, il vous achète bas, quoi. Alors il y a une autre technique, c'est avec les systèmes de trading aux fréquences les plus puissants, c'est le quote stuffing. Alors le quote stuffing, en fait, c'est tout simplement ceux qui arrivent à envoyer des ordres comme Algo, là. C'est eux qui ont une vitesse tellement grande qu'ils arrivent à envoyer tellement d'ordres que les serveurs de la bourse saturent et que les autres ne peuvent pas mettre des ordres. Donc en fait, c'est eux qui ont la maîtrise, la mainmise sur le carnet d'ordre. Hein, vous voyez. Et donc c'est ce que dit dit système de contrôle des cotations sur Wall Street, qui disait que finalement il y a eu 5000 messages en une seule seconde lors du flash crash, quoi. Ça fait 5 cotations, c'est pas par milli, je crois que je me suis trompé, ça doit être par microseconde, hein, donc le 10 mai. Et donc là je vous montre un graphe qui vous montre donc là entre 14h39 29 et 14h40, donc ça fait 40 secondes. On voit bien que, alors je vais essayer de reprendre la main pour j'espère que ça va pas enlever l'écran. Voilà, je vais essayer de prendre la main. En fait, là il y a le bid, hein. Il y a le vrai bid, il y a le vrai ask qui se trimballe, on ne le voit pas trop, il se trimballe par là, ouais. Et puis en dessous, au-dessus, vous avez le système de trading qui met là au-dessus, vous avez le système de high frequency trading qui vous envoie des ordres et qui vous bombarde le truc, qui vous fait croire qu'il y a tout un tas d'ordres qui sont factices, quoi, hein, qui seront pas exécutés, et lui il sature en même temps. Donc en fait il fait les deux, quoi, le layering et le spoofing et le code stuffing. Il vous sature les serveurs de la bourse, et c'est lui qui est maître, quoi. Donc un conseil, le marché des actions, je pense qu'il vaut mieux jouer au casino. Je pense que vous aurez plus de chance, hein. Je dirais, le casino c'est quand même du hasard, hein. Je dis ça pour plaisanter, mais le marché des actions, c'est devenu un marché de professionnels, et le particulier, en fait, il a plus sa place. La seule place qu'il peut avoir, c'est du long terme, en tout cas pas de l'intraday, hein, ça c'est clair. Sur les marchés des devises, le trading haute fréquence arrive, le trading algorithmique arrive. Alors en fait, dans le trading algorithmique, il y a deux choses, hein. Il y a les systèmes de trading algorithmique et il y a les ordres algorithmiques, hein. Donc vous, sur le Forex, vous connaissez les ordres limites, donc les ordres de take profit, hein, les ordres stop loss, les ordres OCO, les ordres if done. Et il y a des ordres plus complexes petit à petit. Alors, les premiers, les plus simples, c'est les TWAP, les VWAP, hein. Donc TWAP, là en haut à gauche, c'est le Time Weighted Average Price. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est quand on a un gros ordre, on va le découper dans le temps. C'est-à-dire que j'ai 1 milliard à faire. Moi, en fait, toutes les demi-heures, par exemple, je vais faire 100 millions. Hein. Ça, c'est un TWAP. L'avantage d'un TWAP, c'est diluer dans le temps, pas montrer aux autres qu'on a un gros ordre. Alors en fait, dans la réalité, c'est la façon électronique de faire ce que faisait un trader avant, hein. Quand il y avait un gros, je dirais une entreprise, un fonds de pension qui s'adressait à une banque qui avait un ordre énorme à faire, il disait au trader, tu me fais mon ordre à discrétion, tu essayes de le cacher au marché, et puis en fait, pour être sûr qu'il soit caché du marché, déjà le 1 milliard, l'entreprise, le fonds le donnait qu'à une seule banque, hein, parce qu'à partir du moment où il est donné à 2, 3 ou 4 banques, c'est fini. Il va y avoir ce qu'on appelle du front running, c'est-à-dire que il va y avoir une fuite, ça va fuiter, et puis en fait le cours va monter, hein, parce que il y en a qui, la banque qui en a 100 millions et puis qui a compris que le client en a ailleurs, il a bien compris que ça allait monter, donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'en acheter 100, elle en achète 200, 300, parce qu'elle sait que le client finalement il a 1 milliard à faire, et puis elle sait que ça va emporter le marché.
Puis dans la réalité, c'est pas 1 milliard qui se traite, c'est nettement plus. Hein. C'est ce qu'on appelle le front running. Hein. Et bon, bah, la banque est pas très sympa avec son client. Tout son problème, c'est qu'il faut pas que le client comprenne que la banque ait fait une fuite, parce que sinon, bah, le client il est perdu. Hein. Parce que le client il est pas content. Mais c'est ce qui se passe régulièrement sur les marchés avec certains opérateurs. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le marché, enfin on va en parler tout à l'heure, vous avez des opérateurs qui sont tous très différents. Et ça va vous servir. Hein. Alors vous voyez qu'il y a d'autres ordres, hein, les floats, les guerrillas, snipers. En fait, il y a des ordres comme par exemple le sniper. Et ben en fait, c'est un peu comme les ordres iceberg sur les dark pools, c'est-à-dire que ben, vous voyez pas tout. Hein, vous voyez pas tout l'ordre. Hein. Et on voit bien qu'à la fin, custom, ben carrément, là c'est Credit Suisse, hein, c'est leur système d'algorithmique trading de Credit Suisse. Ils peuvent vous faire l'ordre comme vous le voulez. Ils peuvent inventer un système qui tient compte de la liquidité au moment où vous êtes en train de le faire, qui s'aperçoit que d'un seul coup il y a plus de liquidité, donc il achète plus. Il y en a moins, il retire l'ordre. Enfin, on fait tout ce qu'on veut. Le but c'est de cacher et de profiter au maximum, d'acheter le plus bas possible et puis de vendre le plus haut possible. Alors, grosse différence entre les actions et puis le Forex, c'est que le Forex étant tellement gros en volume, les ordres algorithmiques sont loin d'être prépondérants, et puis de toute façon on ne peut pas faire du high frequency trading qu'on fait sur les actions, parce qu'on ne peut pas faire bouger les cours. Parce que les volumes étant tellement monstrueux, qu'on n'en est pas là, quoi. Je veux dire, même s'il y a des systèmes de trading algorithmique, c'est des systèmes de scalping, mais c'est pas des systèmes qui arrivent à faire bouger les cours. Alors que sur les actions, ils arrivent à faire décaler et profiter d'un ordre. Hein, sur le Forex, c'est pas possible, et indirectement, ça sauve tous les autres, les traders individuels, les fonds de pension, etc. Alors justement, maintenant j'en arrive aux différents intervenants. Hein. On va comparer avec les actions et les devises. Donc sur les différents intervenants, vous avez les spéculateurs. Hein. Sur les actions, il y a beaucoup de spéculateurs. Souvent, ils sont acheteurs. Donc c'est ce que je vous disais. Enfin, on commence tous. Moi, j'ai commencé par les actions. On commence par acheter. Hein. On commence pas par vendre parce que ça paraît pas naturel, même si ça existe dans la vie. De commencer par vendre, on commence par acheter, et puis donc c'est un biais naturel qu'il y a sur les actions. Donc il y a plein de spéculateurs, il y a des mutual funds qui eux en général spéculent moins, ils gardent les positions plus long terme. Il y a des fonds de pension, en général eux gardent les positions longtemps, hein, leur but est stratégique, et leur but c'est pas forcément de faire de la spéculation, ils font pas de la spéculation intraday. Hein. En général, les fonds de pension, les fonds souverains, quand ils achètent une action, c'est pour longtemps, c'est pour plusieurs années, et ce qu'ils font même, ils la prêtent. Hein. Si vous pouvez faire du SRD, c'est parce qu'il y a des gens qui prêtent l'action. Hein. Puisque faire du SRD, ça veut dire shorter, c'est profiter de levier sur les actions, mais le SRD, entre autres, vous pouvez shorter. Et quand vous shortez, ça veut dire quoi? Shorter, ça veut dire vendre. Vendre, ça veut dire donner, alors que vous ne possédez pas le titre. Pour donner quelque chose que vous ne possédez pas, soit vous l'achetez avant, sinon ça ne veut rien dire ce que je dis, ou soit vous l'empruntez. Hein, pour donner quelque chose qu'on ne possède pas, il faut l'emprunter. Et puis après, il faut se débrouiller à celui à qui on a emprunté, lui rendre plus tard. Hein. C'est le principe du CRD, quand on short sur les CRD. Et qui vous prête, c'est par exemple des fonds de pension, c'est des fonds souverains. Hein, parce que eux ils détiennent l'action. Comme ils la détiennent longtemps, ils peuvent très bien la prêter. Comme ça, ils augmentent leur rendement. Hein. Alors, sur les actions, on voit aussi les entreprises. Sauf que c'est rare. En général, les entreprises, elles arrivent quand le marché a fortement baissé, qu'elles ont beaucoup de cash. Hein, c'est le cas de certaines actuellement. Et qu'elles n'ont pas d'investissement prévu. Elles n'ont pas de... savent pas quoi faire, et elles ont beaucoup de cash, le cours de l'action est bas, et ils se disent c'est une occasion pour reprendre du pouvoir, et donc ils rachètent les actions qui sont cotées sur le marché secondaire, et elles viennent mais c'est rare et c'est ponctuel, ok, mais elles peuvent arriver. En général, elles rachètent que leurs actions. Des fois ça peut arriver qu'elles rachètent un prédateur, hein. Enfin, je veux dire que ce soit un prédateur qui rachète une proie pour prendre des parts de marché, mais les entreprises, c'est pas eux les plus actifs comme ça sur le marché des actions entre elles. Le marché des devises, on a les mêmes opérateurs,
mais qui font pas toujours exactement la même chose, hein. Bon, il y a les spéculateurs, il y a les fonds spécialisés Forex comme Brevan Howard, c'est le plus gros fonds Forex au monde. Lui, donc, il considère le Forex comme une classe d'actifs à part entière, comme une action ou de l'immobilier, et son but, c'est de spéculer, de gagner de l'argent sur le Forex. Il y a d'autres spéculateurs dans les hedge funds qui sont soit très petits, les CTA, hein, où là, c'est une ou deux personnes, ou soit, je dirais, intermédiaires. Il y a des fonds comme... qui sont plus gros, je pense à Citadel et autres, qui eux, Ashmore par exemple, et eux, des fois le Forex, c'est un passage obligé, hein, parce qu'en fait le fonds Ashmore américain veut acheter une obligation européenne, donc l'obligation européenne elle est cotée en euros, il faut acheter des euros, donc il faut vendre des dollars, acheter des euros, il faut acheter l'euro-dollar. Hein, donc là, ils vont intervenir sur le marché des devises, mais leur but principal, c'est pas d'être sur le marché des devises, c'est d'investir dans l'actif étranger. Donc, eux, ils interviennent plutôt parce que l'actif étranger leur intéresse. Alors, c'est vrai que le cours de change peut être favorable, mais ça veut dire que pour eux, ils sont pas au pips près. Ils sont loin d'être au pips près. Alors que le spéculateur qui fait l'intraday, lui, il est au pips près, quoi. Hein, donc, il faut comprendre ça, c'est que il n'a pas la même horizon, il n'a pas la même raison. Hein. Déjà, le hedge fund qui est en train d'acheter une obligation européenne, vu qu'il ne spécule pas sur le Forex, par exemple sur l'eurodoll, il achète l'eurodoll, il n'a pas de stop loss. Lui, son but, c'est d'acheter l'obligation européenne. Alors que le hedge fund qui fait l'intraday, le CTA, qui est spéculateur, donc qui est tout petit, lui, il prend une position, il va la clôturer à la fin de la journée, donc il va y avoir une vente limite et une vente stop. Hein, donc en intraday, il va vous faire des mouvements. Alors que le hedge fund qui est en train d'investir dans une obligation européenne, lui, vous fait un seul mouvement, point. Donc déjà, ils sont différents. Donc c'est important de savoir qui fait quoi. Hein. Fonds de pension, ça va être un peu pareil que les hedge funds, les mutual funds. La grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas d'effet de levier. Hein. Ça joue aussi. Les entreprises, vous allez les voir plus souvent sur le marché de devises que sur le marché des actions. Hein, vous allez le voir, il y en a qui sont tous les jours sur le marché, hein, les entreprises. Mais pourquoi? C'est pour régler c'est pour s'occuper de leur activité internationale. Ça va être pour, par exemple, payer un fournisseur américain. Une entreprise européenne, elle paye un fournisseur américain, elle est obligée d'acheter du dollar. Donc vendre de l'euro, acheter du dollar, vendre l'euro-dollar pour payer son fournisseur. Hein. À l'inverse, comment je dirais, LVMH, qui vend beaucoup à l'étranger. Là, c'est son chiffre d'affaires qui est en devise étrangère, qui est notamment en dollars. Donc régulièrement, elle va vendre ses bénéfices qu'elle a fait à l'étranger, qui peuvent être de filiales d'ailleurs, hein, qui sont à l'étranger. Et les filiales, elles travaillent en devise étrangère, en devise locale. Donc on vend la devise locale. Là, on vend le dollar par exemple, et on achète l'euro pour rapatrier les gains. Hein. Elles vont le faire à certains moments, pas à tous les moments. Hein. Elles peuvent venir aussi pour d'autres raisons, des acquisitions. Si elles font une acquisition à l'étranger, elles vont se retrouver à acheter la devise, vendre l'euro. Pareil, quand elles viennent, c'est pas l'analyse technique qui les décide. Leur but, c'est de faire une acquisition à l'étranger, d'étendre, je dirais, leur part de marché internationale. Et donc, le niveau de l'eurodoll, évidemment, c'est une déconstituante de la décision, mais c'est pas le motif principal. L'entreprise, elle peut avoir des problèmes de contrôle d'échange avec le pays. Par exemple, là il y a la Chine. Quand Carrefour crée des magasins en Chine, ils ont des problèmes de contrôle d'échange. Hein. Donc le problème de contrôle d'échange, il est beaucoup plus important que le cours de change. Parce que si la Chine décide de mettre des taxations donc à Carrefour, parce que Carrefour veut investir en Chine, je veux dire, ça peut faire complètement capoter le projet. Hein. Donc faire le change par une entreprise, c'est pour ça que des fois elles peuvent le faire à des moments qui paraissent complètement idiots, parce que l'entreprise, c'est pas forcément la macroéconomie qui va la décider, c'est plutôt ses problèmes à elle, de part de marché, de croissance externe. Hein, alors que le spéculateur, lui, il va faire de l'intraday, il va regarder ça. Hein, il faut comprendre que tout le monde n'est pas là pour spéculer sur le marché. Les fonds souverains, c'est pareil. Les fonds souverains, eux, parmi les fonds souverains, les banques centrales,
eux, par exemple, ils vont être là pour gérer leurs actifs, leurs réserves. Hein. Donc, une banque centrale, elle n'est pas là pour... comment théoriquement, parce qu'ils le font quand même. Mais je veux dire, le principal but d'une banque centrale, c'est gérer ses réserves de change. Hein. Donc, elle va pas du tout faire ce que fait un CTA. Et en plus, elle est très grosse. Alors que le CTA, ils sont deux, ils font 10 millions, 100 millions. Les banques centrales, elles peuvent faire jusqu'à X milliards. Vous imaginez ce que je vous disais tout à l'heure, l'euro suisse, à partir de 1,1999, il y a des stop-loss, puisque le floor, il est à 1,20. 1,1999 et en dessous 1,1995, il y a une taille pour stop-loss. Hein. Il y a entre 20 et 25 milliards de dollars, en équivalent dollars de stop-loss. Et ben elle, ça veut dire qu'elle a un ordre plus gros. Elle arrive à tenir le marché. Hein. Elle arrive à le tenir, parce qu'elle le tient. Hein. Donc là, je vais quand même reparler. On a parlé du carnet d'ordre des actions. Je vous ai montré que le carnet d'ordre, il était complètement... c'était un miroir aux alouettes, hein, le carnet d'ordre des actions, il est complètement manipulé. Il y a les market makers qui vous font une illusion de liquidité, il y a les high frequency trading qui vous font décaler les cours, donc qui profitent aussi des cours des market makers, et puis profitent des fonds de pension, c'est-à-dire nous, hein, notre retraite. Ils profitent des mutual funds, ils profitent des traders individuels, etc. Donc le carnet d'ordre des actions, ça ne veut plus rien dire. Hein. Si vous le regardez, ça ne veut rien dire. Alors le carnet d'ordre des devises, c'est différent. Pourquoi? Il n'y a pas de carnet d'ordre dans la réalité, parce que c'est du marché OTC. Marché OTC, ça veut dire qu'il n'y a pas de place particulière de cotation. Hein. L'OTC, ça veut dire que n'importe qui voit quelqu'un d'autre. Il n'y a que deux personnes qui se voient, ils achètent, ils vendent. Et comment il conclut le contrat d'achat-vente? Quand vous vendez votre voiture d'occasion à votre voisin, c'est de l'OTC. Hein. Et je dirais le voisin de l'étage au-dessus, il ne sait même pas que vous avez vendu votre voiture et il ne sait même pas à quel prix. Hein. Et par contre, le lendemain, il voit son autre voisin conduire votre voiture et il ne comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est de l'OTC. Hein. Donc, il y a des deals en OTC qui se passent sur le Forex qui sont reportés dans les volumes de la BRI, hein, parce que les banques reportent les volumes, mais qui sont faits par exemple entre une entreprise et une banque, et que vous ne voyez pas du tout. Hein, parce que moi, je peux très bien acheter 10 millions d'euros à une banque, je dis n'importe quoi, JP Morgan. Donc JP Morgan est vendeuse de 10 millions d'euros. Elle, ce qu'elle veut, c'est racheter 10 millions d'euros pour couper son risque, hein, puisque son risque c'est la hausse. Au passage, j'ai essayé de récupérer 1 ou 2 pips. Sur 10 millions, si elle récupère un pip, c'est 1000 $, hein, pour moi. Hein. Elle me prend 1000 $. Hein. Donc en fait, elle est vendeuse, elle essaye de racheter. Donc pour acheter, il faut qu'elle ait quelqu'un de vendeur. Hein. Donc il suffit qu'à ce moment-là, il y a une autre société qui arrive qui est vendeuse, et ben finalement la boucle est bouclée. Hein. Elle a acheté avec moi, elle revend avec une autre entreprise, c'est pas du tout passé sur l'interbancaire et c'est de l'OTC, et donc c'est même pas sur les plateformes interbancaires, ça se voit pas du tout. Hein. Donc finalement le problème c'est qu'on peut se dire il n'y a pas du tout de carnet d'ordre, c'est ça qui déroute un trader qui a fait du CAC futur, qui a fait des actions. Il est dérouté parce qu'il voit jamais comment le carnet d'ordre par rapport aux actions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe par téléphone arabe. Alors, le téléphone arabe moderne, c'est le chat. Donc là, c'est ce que je vous montre. C'est le chat. Là, c'est une banque qui m'informe. Il m'informe de quoi? Qu'il y a une échéance d'options demain en euro-dollar qui est très très grosse et qui donc va influencer le cours de l'euro-dollar. Hein, il faut savoir que le marché des options donc est géré. Les options sont gérées durant leur vie par les traders options. Et donc ils vont vous faire des achats, des ventes d'euros qui font que ça va bouger dans un sens, dans l'autre. Et donc c'est un des éléments qui fait partie des éléments à prendre en compte pour savoir où l'euro, enfin où une paire de devises va aller. Hein. Regardez l'analyse fondamentale, c'est bien. Regardez l'analyse technique aussi, mais ça suffit pas. Et il faut par exemple savoir ce que fait le marché des options, parce qu'un trader option qui gère une option qui est qui a été acheté par la Banque centrale chinoise, par exemple, c'est des milliards. Donc là, ils sont en train de faire des milliards et à des moments donnés, ça a un impact sur le marché. Hein. Donc là, je vous montre l'autre
chat important, c'est celui de Reuters Messenger. Le plus utilisé, c'est par les traders forex, c'est le Bloomberg, c'est celui qu'on a vu avant. Celui de Reuters Messenger, eh ben, vous voyez là, qu'est-ce qu'on me mettait? C'était en juillet 2011. La banque était en train de... En fait, je réalise que c'est exactement la même banque d'ailleurs, qui était en train de me dire qu'il y avait un ordre d'achat massif donc sur la plateforme interbancaire EBS, un ordre très gros, à 78,85 en dollars yens. Bon, l'ordre d'achat massif, hein, il y a forte chance que ce soit la banque centrale japonaise. N'empêche que le Guillaume de la banque, là, il ne peut pas me le dire, même s'il le sait, hein, parce que sinon il fait une fuite, donc il fait un délit d'initié. Donc c'est souvent comment ça que ça se passe, c'est-à-dire que j'ai une information, j'ai pas la quantité, je devine à force qui c'est, hein, et c'est important de deviner, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque intervenant a des méthodes d'intervention, des raisons pour intervenir sur le forex qui sont différentes, hein, et donc il faut le savoir, parce que à force de surveiller tous les gros comme ça, vous allez pouvoir savoir à tel moment, tiens, il y a tel gros qui risque de revenir, il risque d'avoir son stop là, etc. Donc c'est important. En fait, moi je considère que le forex, c'est comme le poker, comme le PMU. Si vous surveillez les gros intervenants tout le temps, vous risquez de mieux comprendre ce qui se passe. Comment le poker, les gens qui gagnent, pour moi, c'est pas ceux qui font du poker en ligne, c'est ceux qui font du poker réel, qui voient les gros, hein, qui savent, enfin qui voient leurs adversaires, qui savent ce qu'ils font, qui devinent comment, si c'est un bluffeur, si le mec ou l'inverse, il bluffe jamais, enfin il surveille l'historique, etc. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de surveiller. Alors vous allez tout de suite me dire, je sais pas comment. En fait, il y a plein d'endroits maintenant, il y a des extraits des chats. Alors c'est souvent codé, hein, il faut comprendre, je veux dire, il y a des extraits des chats comme ça, c'est de l'argent, hein, mine de rien, qu'on peut récupérer, je dirais, avec des abonnements qui sont vraiment pas chers, hein, voire même des endroits, des bouts gratuits. Et là, je vous montre, j'en ai pris qu'un seul, là, hein, je vous montre ce que j'avais moi hier comme information. Hein. Alors, il y a des endroits, on avait de l'information très tôt qu'il y avait des stop loss sur le haut. Je vous montre par exemple, alors si ça, attendez, parce que là c'est en train de, je renlève il aime pas trop là apparemment. Attendez, alors je remets en arrière. Voilà, le truc il aime pas trop, j'ai réessayé une fois mais ça n'a pas l'air de trop, ouais là ça marche. Donc en fait, regardez, par exemple, on avait des gros stop loss, hein, donc hier, comment on est monté, jusqu'à 1,33, 65, 69, je sais plus exactement, et regardez ce qu'on voyait, là c'est 5 heures du matin, là je vous ai mis la flèche, c'est l'endroit où vous aviez info, et on vous disait quoi? Qu'il y avait des gros stop loss au-dessus d'un 33,60. Donc dès 5 heures du matin, vous saviez que si jamais ça montait, il y avait des achats stop et que le marché allait s'accélérer. Dans la baisse déjà, donc là il y a eu l'indice IFO le matin, ok, donc là c'était 10 heures du mat ici. Avant même, on savait qu'il y avait des ordres d'achat, on savait qu'un 32,25, 20, il y avait des ordres d'achat. On savait que si jamais ça passait, ça s'accélérait, mais que de toute façon, il y avait à nouveau des ordres d'achat plus bas à 32. Ok, on a été voir 96, un truc comme ça. Ça a été un peu enfoncé, comment, mais il y a d'un seul coup eu plein d'ordres d'achat. Là, l'info que vous avez eue, c'était une banque américaine qui était principalement vendeuse, qui vous a fait toute la baisse. Ok, et vous saviez à l'avance que ça allait freiner. Hein. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le Moyen-Orient est vendeur. Vous voyez, là, j'ai pas trop trouvé, j'ai regardé qu'un seul fournisseur d'infos hier, et donc là j'ai su qu'il y avait le Moyen-Orient vendeur. Je sais qu'en bas il y avait le Moyen-Orient qui était acheteur aussi. Ok, donc vous avez une info sur le Moyen-Orient, vous dites tiens, pourquoi ce niveau, tiens j'ai remarqué que tel jour il fait ci, il fait ça, telle heure, tel moment, hein, etc. Pour info, tout à l'heure on a pas dans le Moyen-Orient, il peut y avoir le Qatar, mais il n'y a pas que le Qatar, hein. Ce que je veux dire, c'est que le Qatar, moi je suis pas trop surpris d'entendre tout ce qu'il achète aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 6 mois, 9 mois que je le vois acheter l'eurodoll, hein. C'est une des raisons pour laquelle l'eurodoll est au-dessus de la parité.
et qu'il est super haut même, puisque finalement on vous parle de crise de la zone euro. Pour moi, crise, éclatement de l'euro, ça voudrait dire l'euro en dessous de son plus bas historique. Et son plus bas historique, c'est 0,8250. Hein. Et on se trimballe à 1,33, quoi. Je dis, il y a quand même quelque chose. Et c'est pas l'analyse fondamentale qui fait qu'on est à ce niveau-là. Hein. Donc, bon, puis l'analyse technique, c'est pas normal. Même les techniques, de toute façon, les supports, à cause de l'analyse fondamentale, ils se font dégager les uns après les autres. Donc, une des raisons, c'est que sur l'euro-dollar, vous avez le monde entier qui traite sur l'euro-dollar, et notamment le Qatar, qui a acheté 2% de Total. Pour acheter 2% de Total, 2 milliards, il l'a fait, et il n'a pas été le seul. Donc, en fait, petit à petit, il vous a fait des supports aussi. Hein. Donc, ce que je vous ai rajouté aussi, des petits détails. Ce qu'on voit, c'est que là, je vous parle d'options. Hein, il y avait ça sur le marché. Voilà, excusez-moi, ça a dérapé. Il y a plein de choses sur le marché des options. C'est pas des résistances, ça. Hein. Ce sont des barrières d'options. Barrières d'options, ça vous fait des accélérations à la hausse, à la baisse. Ça peut vous freiner le marché par moment. Si c'est des trucs à comprendre. Il faut comprendre comment marchent les options pour savoir, tiens, c'est bizarre. Tiens, il y a un non-farm perils qui sort. Le chiffre fait que ça devrait baisser, puis on commence par monter. Ça peut être à cause d'une option. Hein. Ou alors le chiffre devrait baisser, il baisse pas. Ça pourrait être à cause d'une option. Il manque quelque chose là. Si vous regardez que le fondamental, si vous regardez que l'analyse technique. Hein. Donc ça, c'est des infos importantes. Donc là j'ai terminé. Donc je vous présente mon livre. Hein, donc il est en vente sur mon site. Donc il y a des infos sur le marché, hein, sur les gros intervenants. Il y a des informations de base qui vous expliquent notamment comment les devises varient, par exemple avec la crise, ou à l'inverse la recovery, la reprise, quoi. Et il y a certaines stratégies de trading qui sont expliquées, des conseils. Enfin, c'est en fait dans la réalité une décennie d'expérience en salle de marché avec plus de 30 banques. Hein. C'est pas un bouquin de théorie, hein, c'est un bouquin de pratique. Hein. Donc si vous voulez l'acquérir, vous pouvez l'acheter sur mon site. Hein. Et pour terminer, comment je présente les formations. Donc je fais des formations débutants. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait du trading, hein, qui en sont au compte démo et ou alors qui ont à peine commencé sur le compte réel et qui veulent comprendre ce qui se passe, il vaut mieux commencer par une formation que de commencer par perdre. Hein. Je pense qu'il y a des métiers qui sont préférables d'aborder avec quelqu'un qui a l'expérience. Hein. Ça ne viendrait pas à l'idée d'apprendre à piloter un avion sans un instructeur. Hein. Et le forex, malheureusement, les marchés, il y a beaucoup de gens qui commencent et puis qui se font des pertes et puis qui après sont dégoûtés, qui abandonnent. Et en fait, dans les pertes, ils auraient largement payé l'aide d'un professionnel. Hein. Donc là, pendant la formation, un jour, je montre un petit peu le carnet d'ordre. Un jour, c'est court, donc on n'aura pas trop le temps quand même, mais je vais montrer des trucs quand même importants. Par contre, dans la formation avant ces 3 jours, je prends la première journée complète pour bien détailler le carnet d'ordre, montrer en live, en temps réel, ce qu'on voit sur le carnet d'ordre des gros. Enfin, je vous montre plein d'endroits où on peut voir les ordres d'achat, de vente. Hein, et donc, c'est des infos importantes qu'il faut, en plus de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Il faut savoir où les gros mettent des ordres d'achat ou de vente, c'est super important. Hein. Donc je vous explique comment ils fonctionnent, tous, chacun, puisqu'ils sont tous plus ou moins différents. Donc pendant les jours suivants, je vous explique les marchés des options, comment ça fonctionne. C'est pas pour être trader option pendant les 3 jours, c'est pour savoir pourquoi l'euro monte, pourquoi l'euro baisse, quand est-ce qu'il risque de monter, baisser. Le but, c'est de vous montrer des choses que vous pouvez voir, c'est pas de vous expliquer des trucs que vous ne pourrez pas accéder. C'est vraiment des trucs accessibles à un particulier. Je sais ce que c'est puisque j'ai commencé par être particulier pendant plus de 10 ans. Donc je me mets vraiment dans la peau d'un particulier. Et puis ceux qui ont fait la formation avancée de 3 jours, ils peuvent continuer par 2 jours de plus, les 26 et 27 avril. Et là, c'est que des stratégies options. Mélange de spot, d'options, etc. C'est des stratégies qu'on ne voit pas forcément dans les bouquins.
c'est plus adapté au swing trading, alors que pendant les 3 jours, c'est de l'intraday. Hein. C'est plus de l'intraday à 95%. Hein. Donc voilà, j'ai terminé. Mais je vous remercie à tous. Et puis le mieux, c'est que si vous avez des questions, vous les envoyez à Jean-Pascal. Hein. Comment jp.ferrat@sunbirdfx.com et donc il vous répondra. Bonsoir à tous. Je pense qu'on a tous profité d'une présentation très très brillante sur le Forex et en le comparant avec le marché des actions. Encore une fois, Philippe Hermy m'a appris beaucoup de choses. On essaie, si vous avez quelques petites questions, vous pouvez toujours me emailer à jp.ferrat@sunbird.fx.com. J'essaierai d'y répondre et si c'est un peu trop technique, je forwarderai la question à Philippe Hermy. Ok, bon, merci à tous. Merci à tous, au revoir.